présenté, ce travail sera réalisé par les élèves dans le volet pédagogique de notre témoignage de ce soir. Je connais les sollicitations qui sont les vôtres. Nous sommes parfaitement conscients de la chance de vous avoir avec nous, pour nous, pendant quelques heures. Le monde dans lequel nous vivons est complexe. Il n'aura échappé à personne que nous sommes entrés dans une période de forte turbulence. Il est indispensable pour chacun d'entre nous, auditeurs présents ce soir, de prendre le temps d'observer, de réfléchir, de prendre du recul et de la hauteur face aux défis qui constituent l'environnement dans lequel nos élèves, futurs militaires ou étudiants, vont se lancer dans la vie d'adulte dans les mois ou les années à venir. Merci donc, M. Servan, de nous donner le temps et les moyens et de nous aider à décrypter le monde de demain, pour reprendre le titre de votre livre. Je tiens également à remercier Mme Saval, ses élèves et tous ceux qui ont préparé et permis la tenue de cette conférence. Je sais le temps et la détermination qu'il faut déployer pour cet exercice. Merci Madame. Merci enfin aux auditeurs qui sont venus nombreux ce soir, confirmant tout l'intérêt de cette soirée. Je salue en particulier les professeurs, parents d'élèves et nos fidèles partenaires. Bonne soirée. Merci colonel, bonsoir à tous. Cette conférence durera 1 heure environ et sera suivie d'un temps réservé aux questions du public. Nous allons commencer par une présentation. Louis va retracer les principales étapes de votre parcours professionnel et militaire. Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine, vous êtes docteur en histoire. Vous avez rédigé un mémoire sur la bataille de Verdun, ainsi qu'une thèse de doctorat sur un compagnon de la Libération, Adrien Colus. Votre parcours est à la fois singulier et riche d'expériences variées. Commençons par votre parcours civil. Vous avez une longue carrière de journaliste en presse écrite, à la Croix et au Monde. Intéressé par le terrain, vous avez couvert la guerre civile au Liban et la guerre du Golfe, mais aussi journaliste de télévision, 20 ans à France Télévisions, puis vous avez rejoint TF1 et LCI. Vous êtes un expert en stratégie militaire et spécialiste des questions de défense. Dès le début de janvier 2022, vous prédisez l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Auteur de nombreux ouvrages politiques et historiques, traduits en plusieurs langues et primés. Récemment encore, en 2023, le prix spécial du jury du livre de géopolitique vous a été remis, à l'unanimité, pour l'ensemble de votre œuvre. Enseignant à l'école de guerre pendant 20 ans, conférencier à l'école polytechnique, à l'ENA, à Sciences Po et ce soir au lycée militaire de Saint-Cyr, et nous vous en remercions très chaleureusement. Vous avez également une expérience du monde politique, puisque de 1995 à 1997, à la demande de Charles Millon, alors ministre de la Défense, au sein du gouvernement d'Alain Juppé, vous devenez son conseiller pour les relations avec le Parlement et la communication, ainsi que le premier porte-parole de ce ministère, avec en point d'orgue la création du point presse hebdomadaire en 1996. Enfin, vous êtes un ancien auditeur de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Parallèlement à votre vie professionnelle, vous avez décidé de participer à la réserve opérationnelle pendant plus de 40 ans. Vous êtes colonel honoraire de réserve, ayant servi en opérationnel, notamment au sein du COS, le commandement des opérations spéciales pendant les 20 dernières années. Vous avez participé à plusieurs opérations extérieures, dans les Balkans, 3 fois en Afghanistan. Vous avez d'ailleurs été décoré de la Croix de la valeur militaire pour votre première mission en 2002. En Afrique, notamment au sein de la force Licorne, déployée en Côte d'Ivoire aux côtés du général Poncé en 2003. Vous avez été président des Orsem, qui est une association regroupant plus de 1200 officiers de réserve français et européens, spécialistes d'état-major pendant 5 ans.
Merci Louis. La conférence va se dérouler maintenant en deux parties. Dans un premier temps, Domitille va vous interroger sur votre parcours professionnel et militaire. Et dans un deuxième temps, les questions concerneront votre vision du monde actuel. Je laisse la parole à Domitille. Alors, on dit Domitille ou Domitille? Parce que moi, j'ai une fille que j'appelle Domitille. Alors, toi, comment toi, je comprends? Ça, c'est Domitille. Ben, voilà, bien sûr. Et alors, pardonnez-moi, c'est Louis qui a fait... alors, Louis, chapeau. Parce que quand même, je fais beaucoup de conférences depuis très longtemps. Donc, on présente d'une façon ou d'une autre. Je dirais pas que c'est souvent truffé d'erreurs, mais enfin, c'est un peu... surtout que, comment dirais-je, comme on connaît très très peu la réserve opérationnelle en France, donc il y a des méli-mélos entre ma carrière civile, ma carrière militaire, etc. Alors, écoute, tu as 20 sur 20, c'était parfait. Tu es même allé chercher des informations un petit peu pointues, donc je te félicite, et donc ça augure bien de la suite. Et maintenant, j'écoute Domitille, et j'ai promis à Fanny de ne pas être trop bavard, parce que c'est mon grand défaut. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené vers le journalisme et quelles sont les qualités d'un bon journaliste? Alors, je vais commencer par les qualités du journalisme et puis je répondrai à qu'est-ce qui m'a amené vers le journalisme. Je pense vraiment qu'une des qualités cardinales, c'est la curiosité. C'est vraiment être curieux des choses et des autres. C'est très important d'être curieux de l'humanité, des personnes qui vivent sur cette planète, quelle que soit la configuration et le lieu, et donc d'avoir envie tout le temps d'apprendre. Et je veux dire que ce métier m'a apporté et m'apporte des joies, on dirait, sans cesse renouvelées, parce que j'apprends tout le temps des choses. Je suis obligé de travailler, d'aller rencontrer, d'aller sur le terrain, d'avoir des sources, comme on dit, qui peuvent se trouver en Ukraine, à travers des combattants français de la Brigade internationale, des diplomates, des agents des services de renseignement, des militaires, etc. Donc voilà, la curiosité, et puis si possible, un talent dans un mode d'expression journalistique, soit l'écriture, soit l'audiovisuel. Moi j'ai fait finalement les deux. Alors, effectivement, j'ai eu quelques diplômes, mais j'ai été longtemps un cancre à l'école. Donc je faisais des dictées avec entre 20 et 35 fautes d'orthographe. Donc normalement, j'aurais jamais pu devenir journaliste de presse écrite et auteur de livres, quoi, il ne faut jamais abandonner. Donc voilà, la curiosité. Et puis je dirais aussi, on parle beaucoup de l'objectivité. L'objectivité n'existe pas parce que nous sommes des êtres profondément subjectifs, l'être humain. Mais en revanche, l'honnêteté intellectuelle, ça me paraît quelque chose de très important. C'est-à-dire si, à l'occasion d'un reportage, d'une rencontre, il y a des choses qui peuvent vous déstabiliser, qui sont très surprenantes, eh bien, il faut les regarder en face et il ne faut pas s'en détourner au motif que ça dérange ce que l'on peut penser. Donc l'honnêteté intellectuelle, c'est très important. Alors pourquoi suis-je venu vers le métier de journaliste? Pour tout dire, j'hésitais entre le métier militaire et le métier de journaliste. Donc finalement, d'une certaine façon, je me suis dit, je prends les deux. Je suis un passionné d'histoire et assez jeune, j'avais été frappé par une phrase d'Albert Camus qui est devenue un peu une phrase tarte à la crème, mais moi que j'aime beaucoup. Albert Camus avait dit le journaliste, c'est l'historien de l'instant. C'est-à-dire qu'on est confronté au temps présent et on va essayer malgré tout de regarder cet événement qui se déroule maintenant au moment où je parle avec quand même une construction intellectuelle d'historien. D'où ça vient? Quel est le contexte? Quelles sont les racines? Quelle est la géographie? Quelle est la culture de ce pays? Voilà, donc j'aimais beaucoup cette idée-là. Et quand j'étais très jeune, 7-8 ans, mes deux grands-pères ayant fait la guerre de 14-18, je les ai fait beaucoup parler. Ce sont ceux que j'ai interviewés en premier. Et c'était très surprenant parce que l'un était antimilitariste et l'autre était hyper militariste. Donc déjà, on est confronté tout jeune à ce que les journalistes rencontrent. Et puis je me suis dit, parce qu'ils habitaient Montpellier, j'étais allé en vacances, quand je suis rentré, j'habitais Paris, je me suis dit, il faut que je trouve une autre source. Et
cette autre source, alors que j'étais un enfant très timide, je suis allé au Puce, à Paris, ou sur les quais de Seine, les bouquinistes achetaient des journaux de 14-18 de l'époque. Voilà. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu la même chose, et donc j'ai recherché des sources premières, c'est-à-dire des lettres de poilus, des journaux de marche, des documents qui m'apportaient d'autres éléments d'information. Donc voilà pourquoi je me suis tourné vers le journalisme. Merci. Aujourd'hui, comment bien s'informer dans un contexte de surinformation et de fake news? Pardon, excuse-moi, redis-moi le début de ta question. Comment bien s'informer aujourd'hui? Alors ça, c'est un sacré défi. Et moi, j'ai commencé mon métier de journaliste en 1980. Et en 1980, quand je commence comme journaliste politique, spécialiste des questions de défense au quotidien La Croix, on tape des articles sur des machines Underwood. C'est-à-dire c'est des machines à écrire comme dans les films. Tu tapes ton papier comme ça. Et 2 ans après, on a eu des Canon avec une ligne de mémoire. Ça, c'était la révolution. Pour te dire que, effectivement, moi j'ai vu une révolution du métier de journaliste avec une première difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Vous tous là, vous communiquez, vous postez des réactions, des commentaires, vous faites des papiers, etc. Et c'est un problème parce que voilà, tout le monde se prend pour un journaliste. Donc ça banalise le métier de journaliste. Comment s'informer, sachant que moi, quand j'ai commencé comme journaliste, voilà, il y avait un certain nombre de médias, hein, ils étaient quand même assez nombreux, mais aujourd'hui, il y a pléthore de propositions, et donc c'est difficile de s'informer, d'aller vers des choses, comment dirais-je, qui soient consistantes, qui éclairent le citoyen au lieu de le matraquer, qui insistent sur quelque chose d'important pour moi, qui est la nuance et la connaissance. Eh bien, c'est assez difficile. Et là, je vais donc vous donner un conseil qui sera coupé au montage, puisque c'est filmé, puisque je vais prêcher contre ma paroisse, puisque aujourd'hui je suis journaliste dans l'audiovisuel. Je dirais, allez vers la presse écrite. Allez vers la presse écrite. Ça peut être Courrier International, ça peut être les quotidiens. Évidemment, je citerai La Croix, Le Monde, parce que j'y ai travaillé, Le Figaro, Le Parisien, enfin ce que vous voulez, des magazines internationaux, mais dans le tumulte de ce monde, dans, pardonnez-moi l'expression, le grand bordel de l'actualité, je privilégie toujours, y compris pour moi, la lecture, l'écrit sur lequel on peut revenir, l'écrit qui vous permet de forger plus votre appareil intellectuel en vous disant tiens mais j'ai lu ça, j'ai lu un autre point de vue ailleurs, comment arriver à faire une synthèse, est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai lu? Donc je dirais l'écrit, alors que je sais bien que la plupart d'entre vous en face de moi, vous êtes plutôt d'une génération de l'audiovisuel, hein. Je ne vous insulte pas, j'espère que vous lisez des quotidiens, mais vous allez plutôt aller rechercher de l'information sur Internet ou ailleurs, donc l'écrit, et puis après vous avez des émissions de télévision de qualité, et là aussi je vous donne un indice, si dans ces émissions, quelles qu'elles soient, je ne vais pas citer les émissions auxquelles j'ai participé, ou celles auxquelles je participe aujourd'hui, mais si les gens s'engueulent sur le plateau, passez à autre chose. Regardez une autre émission, ça n'est pas intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est l'écoute de l'autre. Les émissions en plateau où les gens sont capables de s'écouter et de co-construire une émission en apportant chacun un élément de regard, un élément de spécialité. Je termine en disant que dans ce monde très compliqué, il est vraiment compliqué d'arriver à comprendre, à anticiper, parce que vous avez des surprises stratégiques tous les jours. Et bien pour arriver à avoir un peu d'intelligence de situation, il faut travailler à plusieurs et il faut croiser des regards.
Il faut croiser son propre regard de journaliste avec un universitaire, avec un diplomate, avec un militaire qui rentre d'opération, avec un universitaire, avec un chercheur, etc., etc. Et c'est vraiment par la combinaison de ces regards qu'on arrive à être trop con. Voilà de l'outil. Merci. En tant que reporter de guerre, avez-vous dû vous censurer? Et si oui, pourquoi? Oui, pardon, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne me suis jamais censuré. Donc j'ai commencé il y a assez longtemps. Je suis jeune depuis plus longtemps qu'un certain nombre d'entre vous. Et donc ça ne m'est jamais arrivé. Non, je ne me suis jamais censuré. J'ai eu la chance de travailler dans des médias où, voilà, enfin c'était, comment dirais-je, il n'y avait pas de pratique de la censure, et dans les médias audiovisuels, France Télévisions ou TF1 LCI, ça ne m'est jamais arrivé. La seule difficulté que j'ai pu avoir, je peux le partager avec vous, c'était quand j'étais au service politique du Monde, le quotidien Le Monde. Comment dirais-je, parce que je ne vais pas être trop long, mais disons qu'il y avait dans le service politique des journalistes qui avaient eu des passés de militantisme assez marqués, plutôt à gauche ou à l'extrême gauche, et dans des échanges que je pouvais avoir avec eux, je trouvais parfois qu'il y avait des lunettes qui faisaient qu'ils avaient parfois du mal à accepter des choses que je faisais remonter du terrain. Une fois, j'ai eu un de ces journalistes qui m'a dit, quand je lui ai expliqué que je commençais à constater qu'il y avait un transfert de voix du Parti communiste vers le Front National, ce qui paraissait quand même assez énorme, qui est quelque chose de très établi aujourd'hui sur le fait que le Rassemblement national est parvenu à mordre à gauche et à l'extrême gauche. Et quand je me suis rendu compte qu'en discutant avec des nouveaux électeurs du Rassemblement national, ce qui m'intéressait toujours, c'est un peu l'historien. D'où venez-vous? Quel a été votre itinéraire? Vos engagements étaient où auparavant? Votre famille, ça m'a toujours intéressé. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui me disaient « Avant, je votais pour le Parti communiste parce que c'était le parti protestataire, le parti qui gueulait, qui râlait. Mais après, ce parti est devenu un parti de gouvernement, à l'époque de la gauche, 1981, ils ont commencé à considérer que le parti protestataire, en sciences politiques, on dit le parti tribunicien, la tribune, vous montez sur la tribune et vous gueulez contre tout, contre les pouvoirs, etc. Eh bien, ces électeurs-là commençaient à trouver que celui qui gueulait le plus fort, entre guillemets, c'était Jean-Marie Le Pen, et donc ils sont passés du Parti communiste au Front National. Et là, certains de mes camarades journalistes au Monde me disaient « Tu n'as pas le droit de dire cela ». Et je leur disais, écoutez, comme on fait régulièrement des sondages politiques, moi je propose qu'on rajoute dans les questions, pour les sonder, pour ceux qui arrivaient, les nouveaux arrivants dans le vote du Rassemblement national, avez-vous auparavant, est-ce que vous votiez pour le RPR, l'UDF? Je dis, il faut rajouter le Parti communiste, ce qu'on ne faisait pas. Et voilà, donc c'est la seule fois, et je n'ai pas été censuré, parce que j'ai écrit ça dans le Monde, et c'est la première fois où j'ai senti une crispation. Et sinon, je n'ai été jamais censuré, et encore moins par rapport à des reportages de guerre que j'ai pu faire au Liban ou lors de la première guerre du Golfe. Merci, on passe à votre parcours militaire. Comme cela a été mentionné dans votre biographie, vous avez participé à la réserve opérationnelle pendant plus de 40 ans, parallèlement à votre vie professionnelle, et avez atteint le grade de colonel. Comment expliquer votre engagement militaire et quelles leçons en avez-vous tirées? Alors j'ai atteint le grade de colonel tout simplement parce que l'armée est beaucoup trop conservatrice, contrairement à nos amis américains, canadiens et britanniques. Les meilleurs des colonels ou des capitaines de vaisseaux de réserve sont bloqués
au 5 gallons et ne peuvent pas accéder au généralat de réserve. Vous avez dans les armées que j'ai citées des généraux de réserve, et donc c'est pour ça que je suis resté au grade de colonel, j'en suis ravi, mais c'est une stupidité de l'armée, et j'en parle souvent avec le ministre actuel des armées, puisqu'il y a une grande volonté d'attirer vers la réserve opérationnelle. Donc tout ce qui constitue des freins, qui sont plus des freins psychologiques que des freins intelligents par rapport au mode de fonctionnement de l'armée, tout ça, ça doit sauter. Alors, comment dirais-je? Moi, je suis d'une génération où il y avait en France un très fort antimilitarisme, avec l'ombre portée de la guerre d'Algérie. Donc, beaucoup d'antimilitarisme et beaucoup de jeunes étudiants de ma génération qui faisaient tout pour échapper au service militaire, voilà, ou éventuellement qui allaient vers la coopération, qui est très très bien. Alors moi, un peu dans une position contraire, je considérais que quand on avait la chance d'être citoyen français, il fallait participer à l'effort de défense. Donc, j'ai fait une préparation militaire supérieure, BMS. J'ai choisi l'arme du génie à l'issue de cette BMS. Comme souvent dans l'armée, parce que j'avais un patron de BMS qui était un lieutenant du 17e régiment du génie parachutiste, qui était formidable. Et moi qui suis un littéraire, j'ai choisi une arme savante, le génie. Donc après, école d'application du génie, aspirant, chef de section de combat du génie, etc. Et après, c'est posé la question de savoir si je continuais ou pas. L'armée n'était pas... C'est une époque où il y avait des gros bataillons de réservistes, hein, je parle avant la disparition du bloc soviétique. Et la réserve n'était pas hyper opérationnelle. Bon, on s'entraînait, on faisait un certain nombre de choses, mais les réservistes n'occupaient pas des emplois dans l'armée. On faisait ce qu'on appelle à l'époque des périodes. Je me suis accroché un peu par fidélité à l'institution et par fidélité à mes grands-pères, mes deux grands-pères qui avaient fait 14-18 en n'étant pas des militaires d'actifs, et en partant de l'idée que la défense est une chose trop importante pour la laisser seulement aux mains de mes camarades d'actifs, qui font leur boulot remarquablement, mais je partais de l'idée que ce n'était pas inutile qu'ils aient également des réservistes à leur côté, des réservistes faisant le pont entre le monde civil et le monde militaire. Je me suis accroché à cette idée. En France, c'était d'une complexité extraordinaire. Je vous ai parlé des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada. Les réservistes opérationnels, la réserve opérationnelle, elle est complètement vécue dans la société. Si vous regardez certaines séries américaines, des séries, enfin différentes séries, vous allez voir de temps en temps certains personnages qui disparaissent parce qu'ils partent 4 mois servir en Irak. Alors que dans la série, vous les voyez comme des personnages civils. Donc en France, il fallait vraiment se battre pour pouvoir être réserviste. Moi, j'ai eu la chance très rapidement de rejoindre le commandement des opérations spéciales, des forces spéciales, qui utilisent leurs réservistes en opération extérieure. Et moi, c'était mon objectif, c'était partir en OPEX, servir en OPEX, et montrer que les réservistes opérationnels, évidemment sur des périodes plus courtes, hein, quand je suis parti au sein de la force Licorne, je suis resté 2 mois et demi en Côte d'Ivoire, ce qui est déjà pas simple à gérer par rapport au boulot civil. La première mission en Afghanistan, c'était 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Voilà, mais ça permet véritablement d'être utile à l'armée, d'apporter ce qu'on peut apporter en tant que biculturel, civil et militaire aux côtés de nos camarades actifs. Et donc ce parcours-là m'a énormément apporté en capacité de prendre des responsabilités. Déjà, comme jeune aspirant, quand j'ai fait mon service militaire, chef de section, des trucs idiots, mais quand vous prenez la permanence du régiment, 20h, 8h du matin, où c'est vous qui avez la responsabilité du régiment et qui devez alerter ou non le chef de corps en fonction de ce qui se passe, des gars qui se pisturent, qui se cassent la gueule, des coups de feu intempestifs, etc., ça vous apprend pas mal de choses. Hein.
à ces jeunes, vous prenez des responsabilités. Donc ça va beaucoup apporter. Et l'autre chose que ça va apporter, et je dois le dire, plus que dans le monde civil, j'apprécie beaucoup, c'est une camaraderie qui est extrêmement forte. Les souvenirs les plus forts, les signaux les plus forts de camaraderie militaire, quels que soient les grades, je l'ai eu en tant qu'officier de réserve, notamment en Afghanistan et en Afrique. Et ça, c'est indélébile. Il y a vraiment une dimension. Voilà. Et puis, c'est vrai aussi que dans le monde militaire, on fait des choses qu'on n'imaginerait pas, qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir faire avant. Et on n'a pas des trucs dingues, hein, mais le fait de se retrouver dans des situations un peu compliquées, avec des camarades autour de nous, d'actifs ou de réserve, eh bien vous allez plus loin. Et moi, j'adore ça. Une toute dernière question, rapidement. Exactement. Dans ses vœux aux armées, le président français a annoncé vouloir doubler la réserve opérationnelle. Qu'en pensez-vous? Comment attirer les jeunes? Alors c'est une très bonne idée, le doublement de la réserve opérationnelle pour la monter à 100 000 hommes, c'est-à-dire 50% de l'armée d'active, à peu près à 200 ou 120 000 hommes. Je crois qu'on est à 53 000 hommes aujourd'hui et femmes dans la réserve opérationnelle. Donc c'est une très très bonne idée. Mais je le dis souvent à mes camarades militaires d'actifs, je le dis aussi au ministre des Armées, qui lui-même est colonel de réserve de la gendarmerie. Il faut que les armées s'inspirent pas mal de ce que fait la gendarmerie, qui a une gestion des réservistes de la gendarmerie que je trouve assez moderne, assez adaptée à votre état d'esprit. Hein, je parle à tous les jeunes qui sont dans la salle. Vous avez besoin de choses. Alors, un certain nombre d'entre vous ici, vous destinerez peut-être, hein, vous tournerez peut-être vers l'armée d'active. Mais ceux d'entre vous qui iraient vers la réserve opérationnelle, eh bien, vous voulez que ça marche. C'est-à-dire que vous voulez que ça puisse être compatible avec votre travail civil, avec votre vie familiale, et donc que ce soit professionnel. Et donc qu'on ne vous plante pas en vous disant, voilà, on a besoin de vous 3 semaines pour Sentinelle ou pour telle opération dans le cadre national. A fortiori, si c'est une OPEX, vous n'avez pas énormément de réservistes opérationnels qui partent en OPEX. Donc vous êtes obligé de vous mettre en tant que réserviste en ordre de bataille dans votre profession et dans votre gouvernement, à savoir votre épouse ou votre époux, et tout d'un coup, 4 jours avant le démarrage de ce temps d'activité opérationnelle, il n'y a plus de crédit, hein, parce qu'on les a bouffés, l'administration les a bouffés pour boucher les trous, où l'exercice est reporté, et l'intégration de la problématique que ça représente pour le réserviste venu du monde civil, réserviste opérationnel, militaire professionnel à temps partiel, n'est pas suffisamment pris en compte. Il faut faire sauter ce verrou stupide du blocage de la réserve opérationnelle au grade de colonel et de capitaine de vaisseau pour les meilleurs, c'est-à-dire c'est 2 tous les 5 ou 6 ans. Et 2 tous les 5 ou 6 ans qui prennent un ESR, un engagement à servir à la réserve de 120 jours, qu'on peut retrouver dans les actions civilo-militaires, par exemple, dans le cyber, même dans le domaine du renseignement, où vous avez des réservistes opérationnels qui ont 20 ans, 30 ans de réserve opérationnelle qui seraient très utiles aux armées. Donc il faut faire sauter ce verrou. Je n'arrête pas de dire tous les ministres que je vois se succéder depuis des années, il faut que le président de la République, ça a été annoncé par le chef des armées, reçoive à l'Élysée tous les ans les chefs d'entreprise, grandes, petites, moyennes, qui mettent à disposition leurs réservistes. Parce que c'est compliqué pour une entreprise d'avoir un réserviste qui part 15 jours, 3 semaines. Moi, j'appartiens au groupe Bouygues, parce que je suis à TF1 et LCI. Le groupe Bouygues donne, entre guillemets, 15 jours aux réservistes opérationnels du groupe. Ils peuvent utiliser 15 jours où leur salaire est maintenu. Souvent, leurs salaires sont supérieurs à leur solde. Voilà. Et puis après, le réserviste va prendre
sur ses RTT, sur ses vacances, etc. Et donc il faudrait que le président de la République reçoive les chefs d'entreprise les plus dynamiques. Il faudrait systématiquement, le 13 juillet, la garden party de l'hôtel de Brielle, qui est faite à l'honneur des défilants du 14. Les défilants sont la grande majorité des personnels actifs, mais il y a aussi des réservistes. Il faut que le président de la République décore, dans ce cadre-là, le meilleur les réservistes les plus engagés et les plus valeureux, si je puis dire. Voilà. Donc c'est toute une culture qu'il faut faire bouger. Ça bouge, ça avance, mais vous êtes une génération où, si on ne, comment dirais-je pas, on ne vous traite pas bien sur le plan administratif, sur le plan de la progression, sur le plan de la formation, sur le plan de la solde. J'ai vu passer un papier récemment où on présentait comme une avancée le fait que le réserviste opérationnel était soldé avec 71 jours de retard par rapport à son activité. C'est des trucs qui sont inacceptables. On n'aura pas 100 000 réservistes opérationnels au taquet, formés, gérés, administrés, si on ne démultiplie pas la dimension administrative. Je sais qu'il y a beaucoup de personnel d'actifs qui sont dessus, qui font bouger les choses. Vous avez le général qui commande la garde nationale, qui est très attentif à tout ça. Je ne veux pas laisser entendre que des choses ne seraient pas faites, mais si vous voulez, c'est une, comme on dit savamment, c'est une révolution copernicienne. Et elle doit aller de pair avec une révolution de tout le pays. De tout le pays. Il faut rompre avec des décennies, je dirais, de mépris ou mépris, désintérêt pour les questions de défense et de stratégie, pour les questions militaires. Ces choses-là ont bougé après les attentats de 2015. Là, aujourd'hui, avec la configuration du monde, il faut se mettre des coups de pied au derrière et il faut changer complètement de dimension. Voilà, je suis désolé parce que je voulais faire une réponse courte, et la réponse n'a pas été courte. Merci beaucoup, Domitil. Merci, Domitil. Nous passons maintenant à la seconde partie de la conférence consacrée aux questions sur l'actualité. Et c'est à moi qu'il revient de vous poser la toute première. Nous vivons dans un monde incertain, nationalisme, progrès des populismes, volonté d'expansion, primauté de la force sur le droit, remise en cause des frontières, culte des hommes forts. Vous avez déclaré en 2023 « Tout cela a un parfum des années 30, c'est glaçant ». Vous commencez d'ailleurs votre livre « Le monde de demain » avec cette citation d'Antonio Gramsci, intellectuel italien des années 30. « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Sylvie Berman nous disait d'ailleurs ici même en janvier 2024 qu'il fallait nous préparer, je la cite, à voir arriver de nouveaux signes noirs. D'où ma question, l'histoire se répète-t-elle? Merci Fanny pour cette question. Alors, je sais qu'il y a d'autres historiens dans la salle. Quand on est historien, on ne considère pas que l'histoire se répète et que ça n'est pas parce qu'on a décortiqué une période d'histoire, qu'on a démonté les mécanismes, que voilà, on va pouvoir dire que la même chose va se répéter aujourd'hui. Donc cette prudence posée, néanmoins, il y a quand même un parfum des années 30 aujourd'hui. Alors, ce parfum, il est celui d'une crise économique, la crise de 29 qui a beaucoup déstabilisé l'Europe, des questions identitaires, des montées de racisme, d'antisémitisme dans les années 30, et puis surtout l'émergence dans les années 30 de pouvoirs totalitaires forts, le nazisme, l'Italie fasciste, l'Union soviétique, qui est venu dans les années 30 concurrencer les démocraties françaises et britanniques qui donnaient l'impression d'être, comment dirais-je, fragiles, divisées, ayant du mal à entraîner la jeunesse. Donc dans les années 30, vous avez des tas d'intellectuels, y compris des intellectuels venus de la gauche socialiste ou communiste, qui disent, mais regardez l'Allemagne nazie, c'est extraordinaire, les jeunesses hitlériennes sont tous rangés au cordeau, etc. Il nous faudrait quand même un bon dictateur. Voilà, et donc, et puis, encore une fois, dans l'émergence, dans la concurrence des démocraties par les régimes totalitaires, l'idée que finalement,
la force, c'est meilleur que le droit. La force, l'homme fort, des nouveaux catéchismes, parce que le nazisme, le fascisme, le stalinisme, ce sont des religions. Ce sont des religions sur les décombres des religions. Ça se veut des religions, avec un gourou en chef, des grands prêtres, des catéchismes. Voilà, alors, évidemment, ça ne se réfère pas à Dieu, au contraire, sauf l'Italie fasciste qui est dans une position particulière, mais sinon les autres grands totalitarismes construisent une nouvelle religion sur le débris des religions. Voilà. Et alors, le parallèle aujourd'hui, il est que dans une période très troublée, parce que ça fait des années, depuis le 11 septembre 2001, que notre monde encaisse des surprises stratégiques, des facteurs de déstabilisation, des questions autour des problèmes migratoires, crise économique et financière 2007-2008, problèmes de l'environnement, du climat, la guerre qui revient, soit sous des formes directes, notamment en Ukraine, soit sous des formes indirectes, la cyberguerre, la guerre de l'information. Donc tout cela crée des déstabilisations. Et dans ces paysages-là, le cerveau reptilien d'un certain nombre de nos contemporains, donc cerveau reptilien qui nous vient de la nuit des temps, de l'époque où nos lointains ancêtres étaient constitués en clans, vous avez une logique de clan qui revient. Et pour qu'il y ait un clan, il faut qu'il y ait un chef de clan, un totem, ce que j'appelle les personnages messianiques autoproclamés, qui très souvent d'ailleurs disent « je suis l'envoyé de Dieu ». Bolsonaro au Brésil disait « je suis l'envoyé de Dieu ». Lors de ses meetings, il était introduit comme cela « accueillons l'envoyé de Dieu ». Donald Trump, pendant la campagne, était accueilli comme l'envoyé de Dieu, le nouveau Messie. Lui-même a dit, après tentative d'assassinat, « Dieu m'a sauvé pour que je rende sa grandeur à l'Amérique ». Vladimir Poutine, le patriarche Kirill, le chef de l'Église orthodoxe, a dit à Poutine « Le doigt de Dieu est sur toi, tu fais la volonté de Dieu ». Alors ça, si vous voulez, historiquement, c'est toujours un énorme problème. C'est-à-dire que quand vous avez des chefs qui expliquent qu'ils sont dans la main de Dieu et qu'ils agissent pour Dieu, ça détruit tout ce qui peut être rationnel ou diplomatique. On a vu mon ami Sylvie Berman qui est venu, les diplomates ont besoin de rationnel pour travailler, pour avancer. Si, Fanny, vous me dites, ça c'est une cacahuète, et si moi je vous dis ça, c'est un hélicoptère, on va avoir un problème, on se met d'accord. Ça, c'est le fake news, c'est les informations, les réécritures de la réalité qui sont très, très puissantes. Et donc vous avez aujourd'hui un certain nombre de pays, la Turquie, les États-Unis de Donald Trump, la Russie, la Chine de Xi Jinping, même si la Chine ne croit pas en Dieu, c'est aussi des visions de domination impériale, prédatrice, articulée sur la volonté de rétablir un âge d'or avec une fausse matrice religieuse, une instrumentalisation de religieux. Et ça, c'est très préoccupant parce que les systèmes de régulation, notamment de droit, à l'intérieur de ces espaces-là, ces systèmes de régulation reculent au profit de la prédation, de la peur, de la domination et du fait de dire voilà, je suis le plus fort et donc je vais imposer ma volonté. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne est, à mon sens, avec les défauts qu'elle peut avoir, un îlot de vertu dans un monde de brut. Et comme je le dis souvent, il faut que cet îlot de vertu devienne beaucoup plus martial. Il faut que ces vertus européennes, sans tourner le dos à l'ADN de l'Union européenne, il faut que nous soyons beaucoup plus puissants, que nous n'ayons pas peur en termes de puissance, et que l'Europe renoue avec notamment la puissance militaire.
ce qui n'est pas simple pour les Européens, puisque l'Union européenne, l'idée européenne, la communauté européenne, a été fondée contre la guerre. Et donc c'est une révolution qui se fait aujourd'hui. Mais oui, il y a quand même une sorte de parfum des années 30 aujourd'hui. Merci. J'appelle maintenant Léa pour évoquer avec vous la remise en cause du monde de 1945. Bonjour Léa. Le vice-président américain J.D. Vance, à la conférence de Munich le 14 février dernier, a violemment attaqué les démocraties européennes. Il a notamment comparé l'annulation du scrutin présidentiel en Roumanie pour cause d'ingérence russe aux pratiques de l'ère communiste. Il a déclaré « Si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique d'un pays étranger, alors c'est qu'elle n'était pas très forte. » Puis, il a appelé les dirigeants européens à faire tomber le cordon sanitaire, dressé autour de l'extrême droite et accusé l'Europe de réprimer la liberté d'expression. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a répliqué « La démocratie, cela ne signifie pas que n'importe qui peut dire n'importe quoi. D'où ma question, la démocratie est-elle en danger ?» Merci beaucoup de votre question. Alors, Fanny m'a dit faites plus court. Alors, le problème, c'est que c'est de votre faute. Vous ne posez que des bonnes questions, avec beaucoup de contenu. Ma réponse est oui. Je pense que le principe démocratique, notamment l'importance du droit, la séparation des pouvoirs, très très vieille notion, entre l'exécutif, le gouvernement, le législatif et le judiciaire, tout ça aujourd'hui est très fortement contrecarré et attaqué. Vous avez même aux États-Unis, dans l'entourage de Trump, un certain nombre d'idéologues qui, depuis très longtemps, développent l'idée que le principe démocratique, les élections, la séparation du pouvoir, le droit, le fait aussi de ne pas, comment dirais-je, contester un certain nombre de vérités historiques qui sont arrêtées, et vous avez un certain nombre de ces intellectuels qui considèrent que la démocratie empêche en fait la liberté de s'exprimer. Mais en fait, dans leur esprit, pour eux, qui considèrent souvent que la démocratie entrave le fort par des règles de droit pour protéger le faible, ces intellectuels-là considèrent que c'est la loi du plus fort qui doit l'emporter, et même, vous savez, y compris chez Donald Trump, l'idée qu'il y a une hiérarchie naturelle dans la société. Ça rappelle d'autres époques, où les forts sont forts parce qu'ils ont des gènes de forts, et que les faibles sont faibles parce qu'ils n'ont pas ces gènes de force, et que donc c'est inutile de chercher par le droit à les soutenir, à les aider, etc. Donc c'est une idée que, alors c'est quelque chose qu'Elon Musk porte fortement, et la dynamique de l'équipe Trump considère notamment que l'Union européenne est un monde de perdition, parce que c'est un monde où le droit existe, notamment pour faire coexister 27 pays. Et donc il faut qu'il y ait des règles de droit pour que ces 27 pays puissent mettre en commun un certain nombre de souverainetés. Et donc pour Vance et pour les autres, nous sommes un peu l'abomination. Et ce qui est très curieux, c'est que cette approche-là rejoint complètement celle de Poutine, qui considère aussi que l'Union européenne, également pour les Américains et les Français et les Russes reprochent aux Européens le wokisme, tout ce qui est l'intégration des minorités, etc. Mais donc, oui, la démocratie est un modèle en danger, y compris dans nos pays, dans nos démocraties, où un certain nombre de personnes considèrent que la démocratie n'est pas assez opérationnelle, qu'elle n'est pas assez forte, qu'elle ne trouve pas assez de solutions. Et finalement, quand ils regardent le Salvador, où la criminalité est tombée massivement
parce que le régime salvadorien met en prison toutes les personnes qui sont tatouées, parce que les personnes tatouées appartiennent à des gangs, et donc la criminalité a baissé massivement, c'est vrai, au mépris de toutes les règles de droit. Eh bien certains disent, écoutez, pourquoi pas dans nos pays européens des régimes forts? Et donc oui, je pense que la démocratie est fortement attaquée et challengée. Merci. Pendant longtemps, on a cru que la mondialisation était facteur de paix. Alain Minck, en 1999, parlait d'ailleurs de mondialisation heureuse. Or, la guerre en Ukraine a remis en question cette croyance. De plus, Donald Trump a relancé une guerre commerciale. Est-ce la fin du doux commerce tel que l'appelait Montesquieu? Oui, vous avez raison, c'est la fin du doux commerce. Et je peux dire que Louis, tout à l'heure, a souligné le fait qu'il est vrai que je fais partie des 3 ou 4 journalistes intellectuels ou diplomates à avoir expliqué que Poutine allait attaquer à nouveau l'Ukraine, alors que à peu près 95% des observateurs disaient le contraire. Et s'ils disaient le contraire, c'est qu'ils considéraient que Poutine n'avait pas, comment dirais-je, cassé en fait. Il était déjà sous sanction à cause de la Crimée, mais il venait de terminer Nord Stream 2, donc ce gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Et donc l'analyse était de dire, mais même s'il y a des difficultés avec la Russie, le commerce va continuer, et le commerce doux, la mondialisation heureuse va se poursuivre, et elle va détruire la guerre dans l'œuf. Eh bien non, malheureusement c'est le contraire aujourd'hui, et nous avons aussi un détricotage du fait des Américains, effectivement, de ce commerce qui a été profitable à l'ensemble de la planète. Je rappelle qu'en 1950, vous avez environ 59% de la population mondiale qui est sous le seuil de pauvreté. Et aujourd'hui, alors une population qui est différente, mais aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, 8 à 9% de la population mondiale qui est sous le seuil de pauvreté. C'est dû notamment à la mondialisation heureuse, aux échanges, aux effets aussi de cette mondialisation heureuse sur la santé. Donc oui, le monde auquel nous assistons, votre génération, vous allez avoir à porter ce monde, à faire face à ce monde. C'est une destruction de la mondialisation heureuse, c'est une forme de retour à une loi assez sauvage, en disant voilà, j'impose, je fais peur, je terrorise, j'explique que j'ai besoin du Groenland, je suis prêt à le prendre militairement. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ce type de discours qui n'a pas été suivi d'actes et avec la seconde attaque contre l'Ukraine. Et ce qui est préoccupant, c'est que ça fait monter dans l'esprit public, et je termine par là, ça fait monter quelque chose que j'ai observé, que j'ai décrit dans mes livres depuis une quinzaine d'années, c'est une montée de la barbarie et de l'envie de tyrannie. Il y a dans le monde aujourd'hui une envie d'en découdre, d'en découdre avec l'autre. Et les structures, les hommes et les femmes, les structures institutionnelles, les hommes et les femmes qui veulent coudre de la relation, sont plutôt en perte de vitesse aujourd'hui face à ceux qui veulent en découdre et qui considèrent que le principe de force, le principe de supériorité doit dominer la question du droit. Donc c'est un énorme défi. On entre dans un monde totalement transformé et nous quittons complètement ce qui a été construit à partir de 1945. Passons à l'Ukraine maintenant. On se souvient de la réplique de Volodymyr Zelensky au début du conflit. Je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Certains disent que l'Europe a fait trop peu pour l'Ukraine, même si, tout est cumulé, l'Union européenne a plus soutenu l'Ukraine que les États-Unis. Qu'en pensez-vous? Merci Léa, c'est très juste ce que tu dis. Contrairement aux chiffres mirobolants de Donald Trump, effectivement l'Union européenne a fourni plus, mais nous avons fourni trop peu et trop tard, en fait. Les Européens et les Américains, administration Biden, je l'ai souvent dénoncé sur les plateaux de télévision, et peut-être que si je l'ai dénoncé, c'est parce que, modestement, je suis un officier qui a servi en opération. Vous ne pouvez pas être engagé en opération
si mentalement vous êtes soumis à l'adversaire ou à l'ennemi. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. On apprend dans les écoles d'état-major la méthode de raisonnement tactique, qui considère notamment à positionner les amis, les ennemis, évaluer les rapports de force. Hein. On part pas à l'assaut comme ça, au doigt mouillé. Mais le fait psychologiquement d'être soumis, d'être dans la main de l'adversaire, c'est impossible de gagner. Or, parce que Poutine, tous les 4 matins, agitait la menace de l'arme nucléaire, les Européens et les Américains, notamment l'administration Biden, étaient tout le temps timorés. J'ai tous les débats qu'il y avait pour savoir s'il fallait envoyer des chars lourds. Alors les Français, finalement, envoyaient des chars légers, des AMX-10 RC. Finalement, les Allemands ont suivi avec les Léopards et les autres. Mais tout ça était trop lent face à une puissance russe, militaire russe, qui est une puissance plutôt médiocre, mais avec une capacité de reconstitution et des pertes humaines infinies. Donc, oui, nous avons, comment dirais-je, il ne faut pas avoir peur. Le monde dans lequel on est un monde grave, sérieux. Là, ceux d'entre vous, je vois, toi, ceux d'entre vous qui iraient vers la galère des armes, ça ne sera pas de la rigolade, hein. Ça ne sera pas nécessairement une promenade de santé. Vous croyez que les Ukrainiens, avant la seconde invasion, dans les familles, se disaient dans 3 mois, dans 6 mois, mon grand frère, il sera pilote de drone sur le front, l'autre il sera dans les chars, etc. C'est un monde sérieux dans lequel on entre, donc il faut être lucide. Mais dès que vous avez peur, que vous commencez à prêter à l'ennemi, à l'adversaire, une supériorité, vous êtes foutus. Nous, les Européens, notre problème, c'est que on ne fait pas la guerre. Il n'y a que les Français et les Britanniques qui continuent à avoir une tradition guerrière avec des opérations extérieures et avec une certaine limite parce que nous n'avons plus l'habitude des guerres de haute intensité. Mais nos partenaires européens, puisque l'Union européenne a été fondée sur la paix, nous avons intégré ce facteur, ce qui est une bonne chose. Moi, je ne suis pas pour une militarisation à fond, mais nous avons évacué ces questions en disant la guerre, les soldats, l'uniforme, c'est obscène. C'est obscène, nous avons balancé tout ça. Et tous les événements qui se déroulent depuis plusieurs années nous renvoient dans la gueule un monde dangereux. Le fait qu'il y a des prédateurs qui n'ont pas peur de faire massacrer. Les Russes en sont à 800 000 hommes tués ou blessés grièvement en 3 ans. Et ils n'ont conquis que 12% du territoire ukrainien en 3 ans. Ils avaient déjà 8%. Enfin, c'est consternant. Mais c'est les réalités dans lesquelles nous sommes. Donc, on a aidé, on a fait beaucoup de choses. Il y a quand même une révolution qui est en marche chez les Européens, notamment maintenant, là, depuis la défection des Américains. Les Européens se disent, attendez là, on va arrêter d'être des enfants de cœur, il faut qu'on passe à l'âge adulte. Donc il y a vraiment une prise de conscience, mais il y a une course de vitesse par rapport notamment à la menace russe. Oui, donc on a fait beaucoup de choses, c'était important, trop tard, trop peu, et la meilleure armée européenne aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne. Léa va maintenant vous interroger sur les États-Unis et sur Donald Trump. Trump a-t-il tous les pouvoirs? Il dispose d'une majorité au Congrès, du soutien jusqu'ici de l'opinion publique et de la Cour suprême. Les démocrates sont désemparés. Existe-t-il encore des contre-pouvoirs? Les États-Unis sont-ils encore la plus grande démocratie du monde? Ah là là, quelle question! C'est une vraie question. C'est une question qu'on se pose tous. L'administration Trump dispose d'un grand nombre de pouvoirs, tu l'as rappelé. Ce qui est très préoccupant, c'est le discours de Trump, quand par exemple il dit mais moi je ne vais pas me limiter à 2 mandats, ou quand il dit, citant Napoléon, l'homme de pouvoir qui fait le bien pour son pays ne viole jamais aucune loi. Ouais. J.D. Vance, dont tu as parlé tout à l'heure, qui donne des leçons, mais qui en fait explique que le pouvoir judiciaire n'est pas là pour contrôler l'exécutif, ce qui est un des fondements de la démocratie. Les journalistes qui sont virés de la salle de presse de la Maison Blanche
quand ils ne reconnaissent pas que le golfe du Mexique s'appelle désormais le golfe d'Amérique. Donc c'est comme si, moi, journaliste français, je sais pas, on va changer le nom du golfe de Gascogne, ou je sais pas quoi, etc. Et je vais être viré des points de presse de l'Élysée si je n'adopte pas cette posture politique. Donc il y a des coups de boutoir très forts contre la démocratie américaine. Le plus gros de ces coups de boutoir, hallucinant, totalement hallucinant, ça a été la tentative de coup d'État du 6 janvier 2021, quand Trump lance ses militants, ses fanatiques à l'assaut du Congrès. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà allés aux États-Unis, sont allés au Congrès, ce qui m'est arrivé. Et quand je vois, il y a des reportages remarquables qui ont été faits sur l'assaut du Capitole, c'est sidérant. Et quand vous lisez les rapports d'enquête sur cet assaut-là et que vous voyez que Trump voulait rejoindre ses militants devant le Capitole et que c'est en fait l'officier de sécurité, parce qu'aux États-Unis, l'officier de sécurité du chef d'État, c'est lui qui commande en matière de sécurité. En France, un officier de sécurité du président français ne passerait pas outre le fait que le président dise on fait comme ci, comme ça. Aux États-Unis, celui qui a le dernier mot, c'est l'officier de sécurité. Et l'officier de sécurité a dit non, a donné l'ordre au chauffeur de retourner à la Maison-Blanche. D'ailleurs, pas à mon sens, hein, c'est une interprétation, mais parce qu'il considérait que si Donald Trump, qui avait été battu dans les urnes, se rendait au Capitole avec tous les militants, sa sécurité pouvait être engagée. Et dans le récit qui est fait par les témoins, Trump saisit le cou de l'officier de sécurité. Vous imaginez, le gars, ça n'a pas dû faire grand-chose, mais bon, pour essayer de le forcer à changer de point de vue. Donc oui, la démocratie américaine est en danger, mais oui, la démocratie conserve des contre-pouvoirs. Vous avez vu l'affaire Signal, hein, cette messagerie sur laquelle un certain nombre de hauts personnages de l'État américain ont livré des secrets défense par le cabinet du ministre de la Défense. C'est hallucinant. C'est impossible. Vous êtes briefé quand vous arrivez au cabinet d'un ministre, surtout de la Défense. Vous avez un officier sécurité qui vient vous voir pour vous expliquer un certain nombre de choses. Vous ne balancez pas, quand vous êtes ministre de la Défense, sur une messagerie Signal dans laquelle quelqu'un a introduit, en plus un journaliste. Alors j'ai une messagerie Signal, et Léa, je vous fais une confidence, depuis ça, je regarde tout le temps pour voir si je ne suis pas dans la boucle de ce qui se passe au Pentagone ou au plus haut sommet de l'État américain. Donc oui, la démocratie américaine est menacée parce que Donald Trump est structurellement antidémocratique. C'est pas moi qui le dis, ce sont les officiers généraux qui ont servi sous Trump lors du premier mandat. Il y a des explications, des descriptions. Et les officiers généraux dans les démocraties qui sont souvent très proches des structures de pouvoir, hein. En France, c'est l'état-major particulier du président de la République, à Matignon, évidemment au cabinet du ministre de la Défense, ces officiers généraux qui sont retaillés, qui ont un parcours militaire remarquable, ce sont des hommes qui savent, des hommes, pas beaucoup de femmes, je dois dire, il y a des femmes officiers généraux, mais je ne les vois pas dans ces postes-là, qui connaissent les choses, qui savent analyser des personnages, et ceux qui ont servi dans le premier mandat de Trump font une description de Trump sur le plan psychologique, qui montre, selon moi, ils le disent eux-mêmes, il correspond à la description du fascisme au sens d'Umberto Eco. L'écrivain Umberto Eco a écrit il y a plusieurs années, il est décédé, une description de ce qu'il appelle le fascisme éternel en 14 ou 16 points. Il décrit, etc. Allez voir sur Internet la description par Umberto Eco du fascisme éternel et regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est assez confondant, même si l'histoire est l'histoire, mais il y a quand même parfois des similitudes. Merci Léa. C'est au tour de Jean de vous interroger. Désolé, là, on te demande de chanter un certain nombre de questions. C'est de ma faute. En plus, tu as tout préparé et tout, et puis là, tu arrives, tac,
Donc, nous avons assisté à un renversement d'alliance inattendu avec le rapprochement Trump-Poutine. Le but de Donald Trump est de briser les relations entre la Russie et la Chine. D'où ma question. L'état actuel des relations américano-européennes nous permet-il encore de parler d'Occident aujourd'hui? C'est pas possible. Faire comme sur LCI. Non, mais c'est vraiment des questions extrêmement importantes. Non, je pense qu'on ne peut plus parler d'Occident au sens où on le comprenait généralement en incluant les Américains. Donc il y a une nouvelle configuration qui se fait notamment au travers de regroupements, de rapprochements avec des pays qui sont violentés par l'administration Trump. Par exemple le Canada. Donc, le Canada se rapproche des Européens. Les Britanniques sont dans une position compliquée parce qu'ils imaginent toujours pouvoir avoir une relation spéciale avec les États-Unis et en même temps ils se rendent compte que Donald Trump a dans sa tête deux cerveaux, une calculette, point barre, et un esprit de revanche. Se venger de tous ceux qui ont voulu, entre guillemets, lui faire du mal à travers les procès nombreux qu'il a eu. Il a ces deux modes de fonctionnement. Les alliances, l'histoire, le passé, ça n'a pas d'importance par rapport à ces deux approches. Donc, l'Occident n'existe plus, mais il y a des rapprochements qui vont se faire et qui se font entre l'Union européenne, l'Amérique latine, le Canada, peut-être un certain nombre de pays asiatiques qui sont extrêmement inquiets de la posture de Donald Trump, qui à la fois, comment dirais-je, affirme pouvoir s'affronter avec la Chine, mais en même temps reste assez ambigu sur Taïwan, peut donner le sentiment au Japon, à la Corée du Sud, que finalement le terme d'allié à l'allié pour Trump, non, un client, oui, un partenaire en affaires, oui, un allié, c'est pas sûr. Donc je pense que le terme d'Occident, alors pas dans les valeurs qui sont portées, je crois aux valeurs qui sont portées par l'Occident, je rappelle rapidement lesquelles: la démocratie athénienne, le droit romain, l'habeas corpus des Anglais, le pardon judéo-chrétien, l'esprit des Lumières, l'égalité homme-femme, pour les Français la laïcité. Ce corpus de valeurs-là demeure et est partagé par d'autres pays au-delà de l'Union européenne. Et il va falloir se reconfigurer face à ces nouvelles menaces. Et le fait que ce soit les États-Unis aujourd'hui sur lesquels on puisse se questionner en se disant clairement c'est un adversaire, mais est-ce que c'est un ennemi? Je ne sais pas si vous savez, mais les services secrets britanniques qui appartiennent à ce qu'on appelle les Five Eyes, les services secrets d'Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Canada, États-Unis ont des relations très particulières. Eh bien, un certain nombre de pays dans ces Five Eyes se posent des questions en disant mais si on partage certaines informations, est-ce qu'elles vont se retrouver à Moscou? C'est hallucinant. Merci beaucoup. L'historien militaire allemand Sönke Neitzel, dans une interview au journal Bild, a déclaré que l'été 2025 pourrait bien être le dernier été de paix en Europe de l'Ouest, mettant en garde contre une attaque russe ciblant la Lituanie dès cet automne. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous possible que la Russie attaque un pays de l'OTAN d'ici 5 ans? Alors, premier point, rien n'est impossible. C'est-à-dire que vraiment, la chose qui est importante à avoir en tête, c'est quand on dit « Ah non, Poutine ne va pas attaquer toute l'Ukraine, c'est pas possible ». Non, un président américain ne va pas lancer une guerre commerciale et expliquer que le Groenland veut le prendre, que le Canada doit... C'est pas... Donc, si vous voulez, on est rentré depuis le 11 septembre 2001 dans un univers où on ne peut pas dire « ça, c'est pas possible ». Donc ça veut dire que les décideurs, civils, militaires, etc., doivent intégrer cet élément-là. Alors, après, il faut revenir aux réalités lourdes que j'ai un peu évoquées tout à l'heure, à savoir que moi, je considère que la Russie est en échec stratégique et tactique majeur. Pourquoi stratégique?
parce que Poutine prétendait vouloir se protéger d'une invasion de l'OTAN, enfin d'une menace de l'OTAN, sachant qu'au sein de l'OTAN, il n'y a aucun pays qui avait la moindre envie d'aller attaquer un pays qui est la Fédération de Russie, qui représente 30 fois la France. Personne n'a envie d'aller envahir un pays qui représente 30 fois la France et qui a cette unité nucléaire. Mais le motif avancé notamment par les Russes, c'est de dire oui, l'extension de l'OTAN. Eh bien, chapeau, M. Poutine, puisque l'OTAN, avec la Finlande et la Suède, a récupéré 2 pays nouveaux dans l'OTAN, dont un, la Finlande, qui a 1300 km de frontières, je crois, avec la Russie. Donc, échec majeur. Les Européens se soudent. Les Allemands sont en train de virer leur cutie. Quand vous voyez notamment, alors, le précédent chancelier n'était pas un modèle XXL. Hein. Là, avec Mersch, on a quelqu'un qui est plutôt XXL. Mais quand on voit les changements en Allemagne, tout ça c'est provoqué par la Russie, donc il y a un réarmement. Et par ailleurs, sur le plan tactique, je l'ai dit, les Russes sont à l'appel, ils grignotent du terrain, hein, ils ont en 3 ans pris 12% du territoire ukrainien, ils ont détruit les infrastructures, ils ont tué énormément de civils et de militaires, mais c'est une progression très faible. Et donc imaginez que dans quelques mois, ils vont aller attaquer des pays de l'OTAN. Je pense que Poutine aimerait beaucoup, parce que Poutine ne cesse de répéter que la Russie n'a pas de frontières. C'est ce que disaient les soviétiques, c'est ce que disaient les tsars auparavant. C'est un des problèmes. La Russie n'est pas une nation. Aujourd'hui, au sein de la Russie, la Fédération de Russie, vous avez plusieurs dizaines de nationalités différentes. C'est un empire. La Russie a toujours été un empire, et un empire sans frontières. Donc oui, ça intéresserait Poutine d'aller tâter le terrain du côté des pays baltes, notamment s'il constate que l'administration américaine est de plus en plus aux abonnés absents. Mais c'est une hypothèse, c'est une possibilité, pas pour tout de suite, mais il peut commencer à le faire par des opérations cyber, d'ailleurs il a commencé, par des opérations de déstabilisation, de désinformation, et donc il est possible aussi de faire la guerre autrement que de déclencher frontalement une opération de haute intensité. Donc, Poutine a besoin de 3 à 5 ans pour bâtir une armée de haute intensité qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est une armée qui est équipée, qui renouvelle ses chars, ses bombes planantes, qui mobilise, mais elle n'est pas au niveau des ambitions de Poutine. Donc, il y a un horizon de 3 à 5 ans. Ça veut dire que pour nous, Européens, nous avons 3 à 5 ans pour monter complètement en gamme. Alors, face à la menace, Hubert Védrine, le 27 février dernier, a appelé l'Europe à se réveiller. Il a déclaré à une radio belge « Les Européens sont des bisounours égarés dans Jurassic Park ». D'où la question de Jean sur la riposte de l'Europe. La Commission européenne a annoncé un plan de financement de 800 milliards d'euros pour les 27, dont 150 milliards proviendraient d'un nouvel emprunt conjoint de l'Union européenne pour réarmer l'Europe. Pour cela, elle autorise les États membres à déroger aux règles budgétaires pour leur défense militaire. La construction d'une Europe de la défense est-elle en marche? En d'autres termes, cette crise que vit l'Europe pourrait-elle s'avérer être une opportunité, comme l'écrivait Jean Monnet dans ses mémoires en 1976, l'Europe se fera dans les crises, elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Oui, Jean, tu as bien fait de citer Monnet. Je crois qu'il y a vraiment une bascule qui est en train de se faire, parce que les pays européens, alors évidemment, encore plus les pays du front oriental, hein, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, mais il y a une prise de conscience, et d'une certaine façon, je dirais, merci M. Poutine, merci M. Trump, parce que les Européens sont au pied du mur. Sur le plateau des CI, j'ai souvent mon camarade Jean Quatremer qui est en plateau, qui est un grand spécialiste des questions européennes. Il est le correspondant de Libération pour les questions européennes, et il traite de ces questions depuis 30 ans. Et quand j'échange avec lui, ou quand je l'écoute en plateau, il témoigne du fait qu'à Bruxelles, comment dirais-je, il y a un ouragan passé,
qui n'a pas tout écrasé, et que les Européens se disent, bon maintenant, on y est, les Français, ça fait des années, il faut le reconnaître, le président Macron, depuis 2017, n'a pas arrêté d'appeler les Européens à la souveraineté, à l'indépendance, à arrêter d'être des gentils bisounours dans Jurassic Park. Donc il y a une volonté, il y a des finances qui se mettent en œuvre, il y a des coalitions, des systèmes qui sont en train de se mettre en place. Et je ferai deux remarques rapides pour ne pas être long. Un, il faut être capable d'être extrêmement pragmatique. Il ne faut pas construire d'usine à gaz. Or, nous, les Européens, on est un peu champions pour construire des usines à gaz. Donc, il faut être très pragmatique. Et moi, j'appelle de mes voeux un quadrige de tête avec les Britanniques, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui savent faire la guerre. Enfin, ils ont encore des restes, des faux restes. Les Britanniques, les Français, les Polonais et les Allemands. Et il faut que ce quadrige tire les autres pays qui veulent vraiment y aller. Parce que, c'est la deuxième remarque, c'est important d'avoir de l'argent. Bien sûr, il en faut, le nerf de la guerre, il faut l'avoir. Mais le plus dur pour nous, Européens, c'est ce qui se passe dans notre tête. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut que nous soyons capables de penser la guerre. De penser la guerre. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et beaucoup de nos partenaires européens sont encore dans l'illusion de se dire « Oui, mais ça fait mal de penser la guerre, c'est quand même très douloureux. Est-ce que finalement, au dernier moment, l'allié américain ne sera pas au rendez-vous ?» Alors, cette idée-là, vraiment, elle commence un peu à partir en quenouille, mais il reste quand même ça. Donc, penser la guerre. Oser penser la guerre de demain. Et donc, arrêter d'avoir peur de son petit doigt. Bon. Je vous donne un exemple, et je termine vraiment là-dessus. Vous savez que les Européens, notamment les Français et les Allemands, préparent le char du futur. Donc, une coopération, une réflexion. Il y a d'autres pays qui interviennent, mais enfin, c'est surtout autour des Français et des Allemands. Ce que je vais vous dire, c'est du réel qui se passe en ce moment. Les discussions en ce moment portent sur la tourelle du futur char. Même si vous n'êtes pas des grands spécialistes de l'arme blindée cavalerie, vous voyez que la tourelle qui porte le canon, c'est quand même un truc un peu important. Bon. La meilleure tourelle aujourd'hui, c'est celle du char Leclerc. Donc dans les discussions entre les Français et les Allemands, les Français disent il faut qu'on s'appuie sur la tourelle du char Leclerc pour le futur char. Les Allemands répondent oui, c'est vrai qu'elle est très bonne, mais vous avez vendu beaucoup moins de chars Leclerc que nous de chars Léopard. Donc il faut prendre la tourelle du char Léopard. Et là, les Français répondent attendez, vous n'avez pas bien compris l'objectif, on ne va pas fabriquer des chars pour les vendre, on va fabriquer des chars pour faire la guerre. Et vous voyez, tu vois ça, l'argent, c'est très bien, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est très important. Mais s'il n'y a pas un changement dans les têtes, on aura tout le temps un temps de retard face à la dictature poutinienne qui, lui, le régime poutinien, explique dans les écoles, j'en parle dans mon livre, explique dans les écoles à des mouflés de 10 et 12 ans que la guerre est leur avenir. Vous avez des gouverneurs, y compris des femmes gouverneurs, qui vont dans les écoles pour dire aux enfants n'ayez pas peur de la guerre est votre avenir. Alors moi je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais voyez le décalage entre comment dirais-je, la façon dont le cortex fonctionne et celle des prédateurs qui montent dans le monde. Et donc il faut faire cette révolution, sinon on va avoir des lendemains difficiles. Et pour finir, une question naturellement sur la riposte de la France. Merci beaucoup. Si Louis Pachel, Parabellum, qui veut à la peine préparer la guerre, écrivait Végès au IVe siècle après Jésus-Christ dans son traité de l'art militaire. L'objectif du président Emmanuel Macron est de faire passer nos dépenses militaires de 2,1% du PIB aujourd'hui à 3,5%. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit une enveloppe de 400 milliards d'euros sur la période, soit une hausse de plus de 100 milliards par rapport à la précédente, ce qui est considérable. Mais face à ce qu'impliquerait la guerre de haute intensité, sommes-nous prêts? Quelles sont les forces et faiblesses de notre armée? En quelques mots.
Non, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Même si l'armée française est une armée solide, on parle souvent d'armée bonsaï, parce que on n'a pas sacrifié, on n'a pas trop sacrifié de capacités, mais elles sont quand même assez courtes sur pattes. Donc il y a cette armée qui est solide, qui a une expérience militaire. Donc quand vous regardez aujourd'hui un jeune sergent par rapport à ceux que j'ai connus à l'époque où j'étais aspirant, il a déjà sur sa poitrine un certain nombre de décorations qui montrent qu'il a fait des OPEX. Les plus talentueux peuvent avoir la croix de la valeur militaire. Donc on a une armée solide et depuis 2017, grâce au président Macron, il y a eu des lois de programmation militaire de reconstruction. Mais on a tellement abîmé l'outil militaire dans les décennies précédentes qu'il faut remonter cette pente. Et tous ceux qui connaissent ces questions-là savent que les drones kamikazes, là, vous pouvez en sortir au kilomètre. Le ministre des Armées est en train de réfléchir, plus que réfléchir d'ailleurs, à la transformation de certaines usines de fabrication de voitures, dont certaines lignes de fabrication sortiraient des drones. Voilà. Mais quand vous parlez de l'avion du futur, du char du futur, du matériel un peu lourd, c'est sur des perspectives longues. Donc, non, nous ne sommes pas prêts, la volonté est là, et la question est, où va-t-on trouver l'argent ? Je ne me suis pas fait que des copains depuis plusieurs mois en expliquant qu'il faudrait peut-être que les Français arrêtent de considérer qu'une des questions prioritaires aujourd'hui, c'est l'âge de départ à la retraite. Mais quand je suis cynique et un peu, comment dirais-je, provocateur, je dis mais vous déconnez complètement, il n'y aura pas de retraite, il n'y aura plus de retraite. On sera dans un monde, si vous voulez, où ça n'existera plus. Hein, parce qu'on sera dans un monde en guerre. Donc la question ne sera pas de savoir si on part à la retraite ou pas à la retraite. J'exagère. Mais pourquoi j'exagère ? C'est parce que j'ai écrit un livre que mon général, vous avez lu, qui s'appelle Le complexe de l'autruche, pour en finir avec les défaites françaises, où j'ai analysé les raisons de la défaite française, des défaites en 70, en 40 et l'enfoncement en 14, eh bien je peux vous assurer, même si la configuration aujourd'hui n'a rien à voir, un des points communs de toutes ces défaites, toutes ces erreurs d'analyse stratégique, c'est le décalage entre la perception des menaces et nos préoccupations domestiques. La France est un pays fabuleux, nous avons une chance formidable de vivre en France, nous avons une chance formidable de vivre au sein de l'Union européenne. La France a d'énormes qualités, nous avons un génie français, dont il faut être conscient, mais nous avons une énorme tare, c'est que nous sommes un pays insouciant. Voilà. Eh bien, l'insouciance, à mon avis, il faut la mettre de côté, sans pour autant devenir triste, peureux, pleurnichard, effondré, etc. Non, 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 non. Il faut faire face. Nos générations antérieures ont fait face. Nous devons faire face aujourd'hui pour ne pas avoir à faire face demain dans des conditions plus dramatiques. Merci Jean. Pour conclure la conférence, nous avons sélectionné quelques questions courtes pour mieux cerner notre invité. Et c'est Louis qui revient sur scène pour se prêter avec vous à ce jeu de questions-réponses. En tout cas, vous avez sacrément bien travaillé. Vraiment bravo. Ce sont des questions très professionnelles qui sont documentées. Voilà, je ne sais pas ce que vous ferez plus tard, mais je pense que vous êtes à l'image de tous vos camarades. Alors, Louis, je ne t'interromps pas, je crois qu'il faut que je réponde rapidement. Du tac au tac. Alors, quel lycéen étiez-vous ? Quel Lycéen. J'étais un lycéen qui passait plus de temps dans sa tête à revoir des batailles ou le redémontage d'un casque de cuirassier que j'avais acheté au puce qu'à écouter ce que le prof racontait. Donc j'étais rêveur. Déjà, je me suis rendu compte à cette époque, j'étais un contemplatif qui s'est mis à l'action sur le tard. Votre personnage historique préféré ? De Gaulle. Alors je sais que c'est une tarte à la crème, mais De Gaulle, bon sang,
Vous vous imaginez, sans De Gaulle, la France serait réduite à Vichy. Mais c'est effroyable. Effroyable. On n'aurait que nos yeux pour pleurer. De Gaulle, pourquoi? Parce que De Gaulle, quand il part en joie, mais son acte est d'une folie totale. Il n'y a pas un mec en France pour miser, sauf des légionnaires qui rentrent de Narvik, quelques secrétaires qui ne savent pas taper la machine, etc. Voilà. Donc vraiment, De Gaulle, le De Gaulle de la guerre et le De Gaulle de 1958. Votre plus grande fierté? Mon épouse Sophie, mes 4 filles, mes gendres et mes 7 petits-enfants. Si vous pouviez revenir en arrière, que changeriez-vous? Vous avez le droit de dire rien. Ah non, si. J'ai pas assez protégé une de mes filles. Une proposition pour le prix Nobel de la paix? Trump, bien sûr. Non. Il le souhaite. Hein. J'ai pas de nom. J'ai pas de nom qui me viennent tout de suite en tête. L'événement historique que vous auriez aimé vivre? J'aurais aimé être au cœur de la guerre de 70, être dans les tranchées en 14 et dans les forces françaises libres avec Koenig à Birakeim. Le plus beau jour de votre vie professionnelle? J'étais jeune stagiaire au Monde, jeune journaliste stagiaire au Monde. Les journalistes stagiaires ne signent pas leurs articles. Ils font des articles qui ne sont pas signés. Et j'avais fait une enquête sur le meurtre d'un rapatrié du sud-est asiatique dans une banlieue. Donc j'ai fait cet article. Je m'étais fait engueuler par le patron mon chef de service parce que je n'avais pas été voir toutes les sources. Voilà. Donc j'ai fait cet article qui m'a demandé beaucoup de travail, qui était très difficile. Et j'ai retrouvé cet article dans Le Monde avec mes initiales. Mes initiales. Et là, ça a été une très grande fierté. Et le jour où j'ai reçu ma carte de presse, et le jour où j'ai reçu mes épaulettes Respiron. Votre maxime de vie? Baisse pas la tête et sois humble. L'atout majeur de la France? L'atout majeur de la France. Et c'est la richesse des provinces de France, c'est l'originalité, le tempérament du peuple français, dont César disait, quand il écrivait à ses généraux, surtout n'oubliez pas de prendre des Gaulois dans votre armée, parce que ce sont des combattants extrêmement courageux, mais n'en mettez pas trop, parce qu'ils vont vous foutre le bordel dans vos unités. Donc il y a ça, il y a comment dirais-je, c'est à la fois toute l'imprégnation de la chrétienté, et en même temps l'esprit des Lumières, qui permet de s'arracher aussi à une emprise trop grande de l'Église. Je dirais que c'est une forme, tout à l'heure j'ai dénoncé l'insouciance, mais c'est, je crois, un amour profond de la liberté de penser, de la liberté de se moquer, de la liberté de l'humour. Voilà, je crois que la liberté est une forme de créativité aussi, quand on évite d'être dans l'hyper-communautarisme. Et sa plus grande faiblesse? Le doute. Le doute et l'auto-dévaluation. Et qui, à mon avis, cette auto-dévaluation, je l'attribue à la défaite de mai juin 40. Alors évidemment, ça paraît très loin, mais je crois que cette défaite, ce traumatisme de l'effondrement de la France, la grande France, avec son empire colonial, sa flotte, en 7 semaines, je pense que ça a brisé quelque chose dans notre ADN, et qu'il y a tout le temps en France cette espèce de « ah non, on ne peut pas, on ne va pas y arriver, c'est pas possible, etc. » Ça, c'est un vrai...
forme de... Oui, de ne pas y croire, de ne pas croire dans notre force et dans nos talents. Ça, c'est notre principale faiblesse. Un conseil à la jeune génération? Écoutez vos intuitions profondes. Croyez dans vos intuitions profondes, dans ce qui vous paraît important. Et puis, sur ces intuitions profondes, construisez un outil intellectuel, une pensée, une réflexion, et pas seulement avec des vidéos ou ce à quoi vous avez accès à Internet. Lisez, aiguisez votre outil intellectuel. Et pour ceux d'entre vous qui se destinent vers la carrière des armes, attention à l'esprit sectaire, attention à l'esprit de bouton. Vous serez obligé de travailler en interarmes, en interarmée, en international. Plus vous serez fermé, y compris sur vos traditions, si vos traditions existent pour être ouvertes vers l'extérieur, c'est bon. Si ce sont des traditions fermées, sectaires, vous vous dessécherez et vous serez des mauvais chefs. Et rappelez-vous la phrase de Saint-Exupéry, le chef, c'est celui qui a besoin des autres. Pour finir, en clin d'œil à votre ouvrage, quel monde pour demain? Plutôt un grand bordel pour assez longtemps. Ce sera le mot de la fin. Merci Louis. Nous passons maintenant aux questions du public. Bonsoir monsieur, Jonathan, élève en classe de première. Donald Trump a remis en cause le respect par les États-Unis du devoir de secours entre alliés. Pourtant, la seule fois que l'article 5 d'assistance mutuelle a été activé, c'était en 2001, lorsque les États européens se sont mobilisés pour aider les États-Unis après les attaques terroristes du 11 septembre. D'où ma question, peut-on imaginer la fin de l'OTAN? C'est une vraie question, c'est vraiment une question qui est structurée à travers un certain nombre de choses. L'esprit de l'OTAN, justement comme système d'alliance avec l'article 5, est quand même déjà sérieusement plombé. Est-ce que l'Alliance Atlantique elle-même va disparaître? Ça n'est pas certain parce que les Américains, comment dirais-je, comptent aussi sur l'Alliance Atlantique pour que les pays membres de l'Alliance Atlantique achètent du matériel militaire américain. Et donc rien que pour cet aspect financier, l'Alliance Atlantique peut perdurer. Mais l'esprit qui l'animait auparavant a été quand même très sérieusement abîmé. Vous savez que J.D. Vance, notamment, et d'autres responsables de l'équipe Trump, ont qualifié l'armée britannique et l'armée française d'armée de nullards. Bon. Et c'est passé un peu en dessous des radars, mais quelques jours après, il y a eu des rectificatifs là-dessus. Pourquoi? Parce que dans tous les théâtres où je suis allé, il y avait des Américains. Quand j'étais en Afghanistan, à Spin Boldak, où je trouvais des forces spéciales, chaque fois que des forces spéciales américaines venaient, avant toute réunion, ils venaient devant le monument aux morts de nos commandos tués au combat, et ils saluaient d'abord la mémoire de leurs frères d'armes, et après ils allaient à la réunion. Et donc quand un certain nombre de militaires américains ont entendu leurs responsables politiques insulter leurs frères d'armes français et britanniques, ils ont poussé des gueulantes et il y a eu un rectificatif derrière. Mais tout ça fait beaucoup de mal à l'esprit d'alliance. C'est pour ça qu'il faut absolument renforcer la défense européenne et le pilier européen de l'OTAN, parce qu'au sein de ce pilier européen, il y a des capacités, des états-majors, de l'interopérabilité, l'habitude d'un certain nombre de forces de travailler ensemble. Il faut préserver cela, et puis, je dirais, se préparer à faire sans les Américains. Ça peut se passer demain. Bonsoir monsieur, Alégis Bougaï d'être en première. Une guerre, peut-être juste. J'ai beaucoup réfléchi à cette question en tant qu'officier, en tant que chrétien. Il y a différents textes sur la notion de guerre juste. Je ne reviens pas, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, etc., sur ce que c'est une guerre juste. Alors, moi je considère que les démocraties doivent être capables de faire la guerre quand les principes fondamentaux sont mis en cause, mais je récuse le terme de guerre juste. Parce que le risque, quand on se positionne comme armée, militaire, soldat, dans une guerre juste,
appartenant à un État démocratique, c'est que le concept de guerre juste peut vous entraîner dans les crimes les plus épouvantables. Parce que vous allez avoir le sentiment que, comme vous êtes dans une guerre juste, tout est permis. En tant que chrétien, je considère que la guerre est injuste au regard de Dieu. Ce que l'on fait est injuste, pour moi, en tant que chrétien, au regard de Dieu. J'estime, en tant que citoyen, qu'il faut savoir la faire quand même. Mais justement, en ayant cette notion du fait qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas illimitée, justement parce qu'elle est juste, eh bien, ça permet de mettre des freins, de limiter la bestialité qui existe dans la guerre, même si nous la faisons, nous, dans les démocraties, avec un cadre de droit, avec un cadre d'engagement du feu. Et quand vous êtes vraiment en opération, dans des situations épouvantables, quand vous tombez sur des cadavres, ça m'est arrivé de jeunes femmes dont les membres ont été coupés et inversés, et que d'autres soldats très jeunes tombent là-dessus, si vous avez le sentiment de faire une guerre juste, le prochain mec que vous chopez dans la foulée, vous le tuez, parce que vous faites une guerre juste. Donc non, il faut arriver à se tenir. Dans la résistance, vous avez des chefs de maquis, de résistance, qui refusaient que leurs prisonniers allemands soient exécutés. Pourtant, parfois, certains de leurs groupes de combat qui s'étaient fait durement accrochés par les Allemands revenaient pleins de rage parce que leurs camarades avaient été tués, et ils allaient vers l'endroit où se trouvaient les prisonniers allemands pour les tuer. C'était juste pour eux de le faire. Et le chef de maquis leur disait « Non, vous ne le faites pas, parce que demain, c'est avec leurs frères qu'il faudra faire de la paix. » Vous voyez, c'est-à-dire, même si vous êtes dans la violence de la guerre, et c'est effroyable, alors moi, je n'ai fait que l'approcher. J'ai jamais été engagé au feu directement. Je n'ai vu que les effets de cela. Dans les opérations que j'ai faites, mais j'ai recueilli beaucoup de témoignages pour certains de mes livres. Voilà, l'homme peut être fasciné par le mal qu'il y a dans la guerre. Je me souviens de Benoît de Saint-Marc, comme jeune officier des Légions étrangères en Indochine, quand il voyait que certains de ses soldats prenaient plaisir à tuer, il les virait de sa section. Il les virait de sa section. Vous voyez, donc c'est une vraie interrogation. Donc non, je n'accepte pas le concept de guerre juste. Hélène Rocard en Hippocane. Tout d'abord, merci monsieur pour la conférence de ce soir. Et je tenais à revenir sur l'expression de quadrille stratégique que vous avez employée. Et je me demandais dans quelle mesure c'était vraiment pertinent de compter notamment sur l'Angleterre, qui a toujours eu une stratégie et une vision des choses qui n'étaient pas portées sur les affaires du continent, et qui aujourd'hui plus que jamais apparaissait très limitée dans ses capacités. On a vu notamment une Navy qui peine à remplir ses missions, une Royal Air Force dont les appareils ne volent plus, et de plus en plus de chars Challenger qui sont arrêtés pour maintenance. Et donc dans ce cas-là, peut-on vraiment compter sur ces alliés-là, premièrement. Et dans un deuxième temps, je me demandais aussi dans quelle mesure peut-on vraiment chercher à mener une guerre de haute intensité en France, quand on voit les mois qu'a par exemple causé le bilan de l'embuscade de Spin, qu'on compare avec le bilan d'une guerre de haute intensité. Est-ce que la population française serait prête à le supporter? Merci de cette question. Alors, les Britanniques, donc vous avez tout à fait raison sur la description de l'état militaire des Britanniques, ont été essorés par la folle guerre d'Irak en 2003 et par la guerre d'Afghanistan, où ils ont été très engagés, ils ont eu beaucoup de pertes. C'est vrai que leur outil militaire est un peu au tapis. Si je les mets dans la boucle, et c'est vrai que, bon, nous les Français, on aime bien parler de la perfide Albion. Voilà. Alors pourquoi moi je mets les Anglais dans le coup? Parce que vous avez remarqué que, au-delà du matériel, de l'argent, de l'effort de guerre, je mets beaucoup l'accent sur les forces morales. Et les Britanniques, pour moi, sont très solides là-dessus. Par exemple, face à la Russie poutinienne, ils n'ont jamais cédé. Ils ont toujours été extrêmement, quels que soient les premiers ministres et leur sensibilité politique. Pourquoi? Parce que les agents russes ont commis des crimes ou des tentatives de crimes sur le territoire britannique. Et c'est ça que j'aime chez les Anglais, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils ne baissent pas la tête. Voilà. Et donc je pense qu'on a besoin aussi de cette approche, de cette vision pour le quadrige stratégique dont j'ai parlé, même si je suis d'accord avec vous,
ils sont pas en très bon état. Mais l'armée allemande, elle n'est pas dans un état mirobolant. L'armée polonaise, elle se réarme, mais elle achète, alors pas cette majorité-là, mais la précédente a acheté, je crois, une centaine d'hélicoptères Apache américains. Je crois qu'ils n'ont pas 30 pilotes d'hélicoptères pour les faire voler. Donc, voilà. Mais il n'empêche que ce sont 4 pays, à mon sens, qui peuvent justement faire un pôle de tête. Et pardonnez-moi, j'ai oublié le deuxième terme de votre question. Vas-y avec ta voix directe. C'était pour savoir si tout simplement la France pouvait soutenir. Oui, ok. Ouais, une guerre de haute intensité. Alors, même si je vous ai dit tout à l'heure que rien n'était impossible, je vois un peu difficilement les divisions blindées russes sur le Rhin. D'abord, la France est une puissance nucléaire. Et donc ça pose un problème à un éventuel agresseur. Le concept d'intérêt vital, les intérêts vitaux que protège la dissuasion nucléaire française, c'est un problème parce que justement nous ne définissons pas ce que sont nos intérêts vitaux. Donc je ne crois pas trop à une armée russe qui aurait été capable de passer sur le ventre de tous les pays qui les séparent, y compris l'Ukraine, de la frontière française. Néanmoins, le fait d'avoir à projeter les unités françaises avec d'autres en nombre sur le front oriental, sur la Pologne, sur les pays baltes, dans le cadre d'une confrontation de haute intensité, ça c'est pas un scénario complètement fou. Et on revient à votre question, à savoir que eh bien, ça provoquera des morts. Et alors c'est vrai que l'affaire d'Ouzbin en Afghanistan, où on a eu 11 soldats tués dans une embuscade, a créé un émoi, qu'on a pu voir parfois certaines familles avoir du mal à comprendre le concept de guerre et de mort, de combat. Mais ma conviction, c'est que je pense que même si le patriotisme français s'est un peu endormi, moi j'ai confiance dans les ressorts patriotiques français en cas de grande confrontation. On est insouciant, mais j'ai la faiblesse de penser que quand il faut y aller, on y va. Donc, si ce cas de figure se présentait, je pense qu'on ferait face, mais j'en ai pas parlé dans les réponses aux questions. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la menace du salafisme de combat, du salafisme terroriste, et des problématiques de déstabilisation migratoire en provenance du Sud, qui sont des réalités complexes et qui, par rapport à à l'outil militaire, c'est pas complètement simple de gérer la combinaison possible d'opérations terroristes en France, en Europe, avec des mouvements migratoires spontanés ou provoqués. Je vous rappelle que la Biélorussie a utilisé l'arme migratoire, c'est-à-dire la Biélorussie est allée chercher en Syrie des migrants syriens pour les projeter sur la frontière polonaise. Et donc ça, c'est des configurations complexes. C'est pas de la guerre de haute intensité, et c'est la complexité pour l'armée française. Elle doit à la fois se préparer pour la guerre de haute intensité et être capable de faire face à d'autres types de menaces, sans compter les menaces cyber, guerre informationnelle, etc., dont j'ai déjà parlé. Bonsoir. Bonsoir. Mohamed Nezrani, élève de première. Groenland, Canada, Canal de Panama, Golfe du Mexique. Ces menaces de Donald Trump sont-elles à fond sérieuses? Alors, déjà sur le canal de Panama, il est arrivé à un résultat, parce que pour le coup, je n'étais pas en désaccord avec ce que disait Donald Trump sur le canal de Panama, puisque les systèmes portuaires d'entrée et de sortie sont gérés par la Chine. Enfin, étaient gérés par une société qui pouvait remonter du renseignement vers la Chine, et ça pour moi c'est assez préoccupant. Donc finalement,
Trump a eu gain de cause. Ce qui est plus proche, alors le Canada, le résultat de l'offensive de Trump, c'est que les Canadiens n'ont jamais été aussi fiers d'être Canadiens aujourd'hui, et ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Bon. Sur le Groenland, on voit, alors le Groenland a une position stratégique en Arctique, y compris face à la Chine et la Russie. Les Chinois viennent de se faire livrer par la Russie un brise-glace, très grande dimension, dont la chaudière est nucléaire, la propulsion est nucléaire. C'est pas une propulsion classique. Donc la Chine a aussi des ambitions dans cette zone. Mais le problème, c'est la méthode Trump, qui est comme la méthode Poutine, comme la méthode Erdogan, etc. C'est une méthode de mafieux. C'est le fait de dire, voilà, je te casse un genou si tu payes pas ou si tu ne me donnes pas le territoire que tu possèdes. Donc ça, c'est assez préoccupant. Là aussi, la population du Groenland, je crois que c'est 56 000 habitants, ça a plutôt renforcé leur solidarité, parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie que les Américains viennent péter le Groenland pour faire des forages, etc. Mais pour l'instant, on est dans les phases d'intimidation. Vous avez vu le déplacement de J.D. Vance, etc. On ne peut rien exclure, sachant que le Groenland n'est pas membre à part entière de l'Union européenne. Elle est, comment dirais-je, sous souveraineté danoise, mais elle n'est pas partie prenante de l'Union européenne. Elle a un statut de territoire d'outre-mer européen, un peu particulier, sur lequel Trump peut éventuellement jouer s'il veut opérer un rapport de force. Ce qui serait complètement débile, parce que les Américains ont déjà une base militaire, qui peuvent parfaitement trouver les termes d'accord pour éventuellement l'étendre, etc. Mais ce qui est absolument détestable comme message envoyé dans le monde, c'est tu es fort, prends ce que tu peux prendre, et le reste, le droit, les questions internationales, la charte de l'ONU, tout ça n'a aucune importance. C'est pour ça que je parle d'un monde qui veut en découdre, et qu'il nous appartient à nous d'essayer de coudre de la relation face à ce monde-là. Les élèves du lycée militaire mesurent l'honneur que vous nous avez fait. Le chef de corps, ainsi que monsieur le proviseur pour leur soutien tout au long de ce projet, ainsi que le lieutenant Cochard et le BFAO pour la technique. Et enfin, je remercie les 4 élèves qui m'ont accompagné brillamment ce soir sur scène, Léa Dao, Domitil Pinanich, Louis Marfette et Jean Mollin. Pour le mot de la fin. Merci Mme Savel, merci pour cet accompagnement de nos élèves. En vous écoutant, M. Pierre Ferrand, je pensais à Thucydide et à la guerre du Péloponnèse, qui disait en quelques mots que finalement la force de la cité tenait bien moins dans le nombre de ses vaisseaux que dans la force d'âme et l'engagement de ses citoyens. Et si je mets en miroir cette citation de Thucydide, eh bien à la célèbre citation du général de Gaulle qui fait l'identité de notre établissement, la véritable école du commandement, c'est donc la culture générale. Je crois pouvoir dire ce soir que nous ne pouvons que nous féliciter de votre présence, vous remercier très chaleureusement d'avoir contribué une nouvelle fois à aiguiser notre esprit critique et puis avoir
contribué finalement à cette école de l'esprit critique et du discernement surtout. Voilà. Et je terminerai bien évidemment par adresser toutes mes félicitations aux élèves, non seulement les élèves auditeurs, et puis aux élèves qui ont véritablement été ce soir les acteurs de leur formation, et c'est bien là le rôle de l'école. Donc un très grand merci, M. Pierre Servant. Merci beaucoup.